Bonjour et bienvenue à tous mes petits bowlers. Je vous retrouve aujourd'hui après une petite semaine d'absence pour des petits problèmes techniques. Si vous avez suivi ma page et mon compte Twitter, malheureusement, ayant eu une panne internet depuis un certain petit moment, je ne pouvais pas assurer de live ni de vidéo. Et du coup, j'ai décidé de revenir aujourd'hui avec un nouveau sujet. Et comme on est en période de trêve internationale, si on peut le dire ainsi, je me suis permis justement de rester dans le thème des joueurs internationaux. Et pour ça, justement, comme vous l'avez vu au titre, on va pas parler club pour une fois, on va parler des jeunes joueurs français qui sont à suivre justement cette saison dans tous les championnats d'ailleurs. Et pour le faire, justement, je me suis permis de faire un petit 11 avec une application que beaucoup connaissent ici, notamment pour ceux qui jouent un petit peu aux jeux vidéo. Cette application, justement, c'est notre ami Futbin. J'ai pas réussi à trouver mieux pour pouvoir caler chaque joueur qui seront présents dans cette liste. Et pour commencer justement ce live et être un petit peu original, je vous propose que je place chaque nom et je vous explique pourquoi j'ai choisi ce joueur à chaque fois. Et bon, vous vous doutez forcément, qui dit 11 des Français à suivre, j'ai essayé de faire un peu des choix. J'ai essayé de jongler un petit peu entre joueurs qui vont vraiment passer un palier cette saison et le mieux que je pouvais à chaque poste. Parce que bien entendu, je ne vais pas mettre les joueurs français les plus connus à chaque poste, si vous les connaissez tous déjà. Le but, c'est d'expliquer un peu quels sont ces Français qui vont justement passer un cap cette saison et pourquoi. Et comme vous le voyez, le premier choix que j'ai fait est justement Lucas Chevalier, le gardien de Lille. Si vous suivez ma chaîne, c'est un gardien que j'apprécie, que j'avais déjà évoqué justement dans le 11 des Français qui pouvait être intéressant pour le Paris Saint-Germain pendant l'Euro Espoir. Lucas Chevalier, justement, 22 ans cette année, qui est un jeune gardien à fort potentiel, qui a de quoi se développer. Et selon comment se déroule la saison de Lille, Lucas Chevalier peut vraiment avoir une carte à jouer. Pourquoi j'estime qu'il a une carte à jouer? Parce que justement, du fait de ses performances, il pourrait s'ouvrir justement les portes d'un club un peu plus huppé que le LOSC, mais aussi il pourrait éventuellement se permettre d'être convoqué en équipe de France A. Avec la retraite de Hugo Lloris et l'avènement de Mike Maignan en numéro 1, il y a des places à prendre, notamment au poste du numéro 2 et de numéro 3. Et bien qu'actuellement ces places ont l'air un peu occupées, avec notamment un très très bon retour de Alphonse Areola du côté de West Ham, je me dis qu'un Lucas Chevalier, au vu de son jeune âge et de ses performances, s'il continue sur ce rythme, peut tout à fait s'ouvrir à les portes de l'équipe de France dans un rôle de numéro 2 dans un premier temps, voire à terme comme numéro 1 quand il sera vraiment prêt, je pense à l'âge de 29-30 ans, une fois que Mike Maignan aura pris sa retraite. Mais en tout cas, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas ce gardien, je vous invite à suivre ses performances tout au long de la saison, parce que je pense qu'on est clairement sur un gardien qui peut devenir un gardien très très intéressant dans le futur et peut-être devenir le futur gardien de l'équipe de France. Alors au niveau de la défense, je m'excuse par avance des erreurs commises par l'application Futbin qui s'est un petit peu permis quelques libertés avec les noms de Quentin Merlin et de Malo Gusto, comme vous le voyez. Alors, maintenant, j'ai expliqué les choix de chaque joueur que j'ai mis justement dans cette ligne de 4 défenseurs. Pourquoi j'ai choisi Quentin Merlin à gauche? Tout simplement parce que des latérales gauche en France, il y a Ferland Mendy, il y a Théo Hernandez, il y a Lucas Digne, mais ces mecs-là sont à un âge où ils ont déjà explosé, où ils ont déjà montré leur meilleur niveau et ils sont déjà connus. Je veux dire, je ne vais pas vous apprendre que Théo Hernandez est un très bon latéral gauche. Je ne vais pas vous apprendre que Lucas Digne aussi, ni Ferland Mendy. Donc forcément, il fallait être un petit peu plus créatif dans cette ligne et j'ai pensé justement au jeune Nantais Quentin Merlin qui, pour moi, a des qualités et peut justement passer un cap cette saison. Alors, je ne le promets pas forcément au meilleur avenir. Je ne pense pas que Quentin Merlin serait forcément un joueur qui serait titulaire au Real Madrid ou au Bayern Munich dans les prochaines années, mais c'est un joueur qui peut être intéressant et qui peut justement passer ce fameux cap cette année du côté du FC Nantes. Alors, ma charnière centrale, comme vous le voyez, sent bon la Bundesliga et notamment le Rasenball Leipzig, pour ceux qui suivent régulièrement la chaîne. Pourquoi j'ai fait ces choix? Il faut se rappeler que l'été dernier, en tout cas, Leipzig a perdu Gvardiol. L'a vendu, en tout cas, du côté de Manchester City. Et avec la blessure de Willy Orban, plus la blessure de Timothée El Shaddai Bichiabou, finalement, il y a des places à prendre dans cette défense centrale. Et Loukeba, aussi bien que Simakan, ont totalement leur carte à jouer, étant donné que les deux joueurs se comprennent, en tout cas, les deux sont francophones, hein, les deux ont l'expérience de la Ligue 1. Et Simakan peut du coup permettre à Loukeba, de par son expérience de Bundesliga maintenant, lui qui a pris le temps de s'intégrer, justement de se développer. Les deux profils ne sont pas les mêmes, dans le sens où Loukeba vient d'arriver de Lyon, il découvre la Bundesliga, et la blessure de Willy Orban va vraiment être justement, comment dire, va vraiment être un facilitateur d'intégration pour Loukeba du côté de Leipzig, parce que
De la même manière que quand Switch a pris la place de Gulácsi pour blessure, je me dis que justement, avec la blessure grave de Willy Orban, quand même, on parle de la déchirure externe du ligament croisé, Loukeba a toutes ses chances de pouvoir prendre son temps et la place de Willy Orban, en tout cas dans cette défense. Et concernant Simakan, pourquoi je l'ai mis là? Parce que Simakan, il a un petit peu galéré du côté de Leipzig. Il a eu un peu du mal à s'adapter. Il a même été très irrégulier au niveau de ses performances. Mais justement, le départ de Gvardiol, lui, a fait beaucoup de bien. En début de saison, il était associé plutôt à Willy Orban avant que celui-ci se blesse. On a vu que, de par le temps qu'il a pris à s'intégrer, je pense qu'il avait peut-être besoin de ça. Et aussi le fait que quelqu'un comme Gvardiol, qui prend beaucoup de place, soit parti, ça a permis justement à Simakan de devenir vraiment un titulaire indiscutable de cette équipe de Leipzig. Et on ressent justement au niveau de sa confiance qu'il se permet de moins en moins de faire d'erreurs débiles qu'il faisait avant et qu'il est de plus en plus serein et efficace en défense. Notamment, je pense à son match contre le Bayern, qui est un match très très bon et qu'il n'aurait pas fait auparavant du côté de Leipzig, même s'il avait fait de très très bonnes performances, notamment contre Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain, pour ceux qui s'en rappellent. Mais voilà, avec justement le départ de Gvardiol et la blessure de Willy Orban, la charnière Simakan-Loukeba a beaucoup d'avenir devant elle. Et je pense que justement, ces deux défenseurs vont vraiment passer un cap cette saison. À droite, alors, bon, à droite, vous vous doutez bien, ce n'est pas Enthousiasme qui a été choisi, mais bien Malo Gusto, le nouveau défenseur de Chelsea, qui a été acheté depuis janvier par le club londonien, mais qui devait quand même terminer sa saison du côté de l'Olympique Lyonnais avant de rejoindre l'écurie des Blues. Malo Gusto, qui plus est, a une vraie carte à jouer du côté de Chelsea parce que même si son concurrent s'appelle Reece James et qui fait clairement partie des meilleurs joueurs du monde à son poste, peut-être ça dépend de l'avis de chacun, je laisserai chacun donner son avis dans les commentaires. Mais si Reece James a un talon d'Achille, c'est justement les blessures. Et chaque saison, on sait que Reece James se blesse. Et malheureusement, c'est un problème qui n'est pas résolu du côté de Chelsea. Donc justement, un Malo Gusto, il a vraiment sa carte à jouer. On sait que l'absence de Reece James va permettre à Malo Gusto d'avoir un maximum de temps de jeu. Et s'il évite les blessures et s'épargne un peu les cartons rouges parce qu'il n'a pas eu de chance la dernière fois, je pense que Malo Gusto, il peut facilement disputer 30 matchs cette saison du côté de Chelsea. Et selon comment se déroule sa saison et les performances bien entendu du collectif, peut-être que Malo Gusto, lui aussi, il peut vraiment tirer une carte de la même manière qu'un Lucas Chevalier. Parce que autant Loukeba et Simakan sont à un poste où la concurrence est ultra féroce en équipe de France, hein, il y a potentiellement 15 défenseurs centraux qui peuvent être sélectionnés en équipe de France, autant le poste d'arrière droit, il est plutôt vide. Pavard n'est pas un arrière droit, Koundé non plus. Comme concurrence, il te reste Jonathan Klaus et Mukiele. Si tu es Malo Gusto, selon comment ça se déroule, tu as une vraie carte à jouer. Tu peux vraiment t'insérer à long terme dans cette équipe de France. Surtout que Mukiele est un peu plus âgé, Jonathan Klaus aussi. Malo Gusto, clairement, il a un avantage vis-à-vis de son âge, c'est qu'il a le temps. Mais en plus, il est dans un projet où on aime développer les jeunes joueurs. Bon, tout ne se passe pas comme prévu à Chelsea, bien entendu, mais ça, c'est un autre problème. Mais je pense que, sincèrement, si Malo Gusto reste comme il était du côté de Lyon, en tout cas, je pense qu'il a vraiment une carte à jouer cette saison et qu'il peut exploser du côté de Chelsea. On va donc maintenant passer dans notre ligne de milieu à 3, et là, avec un peu de chance, vous verrez, il y a un peu moins de fautes au niveau des noms. Alors, un petit milieu assez sympathique quand même, hein. Je pense que c'est une équipe que tu pourrais presque tenter en équipe carrière sur FIFA, celle-là. Mais justement, avec des clubs variés. Je vais commencer par Enzo Lefebvre. Enzo Lefebvre qui évoluait du côté de Brest l'an dernier, justement avec Terem Moffi qui a quitté le club pour Nice depuis. Enzo Lefebvre a vraiment développé son jeu du côté de Brest et a vraiment passé un palier. Pour preuve, il était bien courtisé cet été. Je m'attendais plus à le voir rejoindre le Borussia Dortmund que le Stade Rennais. Honnêtement, avec le départ de Bellingham, je m'étais dit que le profil créatif de Enzo Lefebvre était parfait pour le BVB, mais étonnamment et à la surprise générale, Enzo Lefebvre a préféré rester en Bretagne et plus particulièrement du côté de Rennes. En revanche, c'est un bon point pour Rennes parce que c'est un joueur qui a déjà l'expérience de la Ligue 1, qui vient vraiment de faire une très très bonne saison en Ligue 1 précédemment. Et justement, dans cette équipe de Rennes, qui est quand même une équipe assez sérieuse en Ligue 1, je pense qu'il peut sincèrement passer un cap. Alors, ça pose des questions. Quel cap peut-il passer? Jusqu'où peut aller Enzo Lefebvre? Mais en tout cas, c'est un joueur très élégant dans le milieu de terrain, c'est un joueur techniquement très fiable. Et je pense que, même si j'étais un peu étonné de son choix est quand même assez cohérent pour se développer petit à petit et passer des paliers s'il veut justement aller dans des clubs un peu plus huppés par la suite. En numéro 6, j'ai choisi de jouer un autre ancien Rennais, justement, Hugo Choukou, qui a quitté le Stade Rennais pour Chelsea cet été pour la somme de 30 millions, si je ne dis pas de bêtises.
Jeune joueur qui lui aussi va pouvoir avoir du temps de jeu, dans le sens où même si Chelsea a de la concurrence au milieu, il est avec Gallagher, il est avec Caicedo, il est avec Enzo Fernandez notamment, ben, on se dit que Hugo Choukou, c'est un profil qui n'a pas tant de concurrence que ça au final, parce que Gallagher n'est pas un vrai 6, c'est plus un 8 très travailleur, et Enzo est un milieu très créatif, pas réellement un 6. Donc je me dis que Hugo Choukou, il a de la concurrence quand même avec Romeo Lavia et avec Caicedo, mais Lavia s'est blessé, donc du coup, vu le nombre de matchs et vu à quel point la saison est longue, bah, il a quand même quelque chose à tirer de cette saison. Et selon ses performances, bah, il peut potentiellement devenir un des joueurs cadres de Chelsea dans les saisons à venir. C'est un transfert qui, quand même, on va pas se mentir, est un petit peu risqué quand même de quitter Rennes pour Chelsea actuellement. Seulement, ben, je pense que si il est sûr de ses qualités et qu'il est bien utilisé, parce que ce sont des deuxième paramètre, il n'en est pas tout à fait dépendant. Bah, c'est un joueur qui, justement, peut se développer parce qu'il a un poste assez rare, surtout en équipe de France. Donc, s'il fait des bonnes saisons du côté de Chelsea, il peut s'amener les portes de l'équipe de France à terme. Mais sur cette saison, justement, il n'a pas tant de concurrence que ça. Il va y avoir des matchs, il va avoir des possibilités de jouer. Et même selon les performances de sa concurrence, peut-être qu'il pourrait être amené à jouer parce qu'il y a une méforme, blessure ou expulsion. Donc en soi, je pense qu'il a signé dans un projet assez intéressant. J'aurais plus juste développé autre part, du style Leipzig d'abord pour commencer, mais il a décidé de passer un cap un peu plus grand. Bonne chance à lui, mais ça peut être un joueur très intéressant. Alors, le prochain, même s'il s'est déjà plus ou moins révélé la saison dernière, j'ai eu envie de le mettre, c'est-à-dire pourquoi j'ai choisi Warren Zaïre-Emery. J'ai choisi Warren Zaïre-Emery parce que cette saison, à l'inverse de la précédente, il démarre les matchs titulaires. L'an dernier, dans l'esprit de Christophe Galtier, j'ai l'impression que Warren Zaïre-Emery était un peu le 12e ou 13e joueur de cet effectif, pas forcément titulaire, mais qui rentrait très très souvent, qui avait beaucoup de temps de jeu, et qui justement, quand il y avait des sorties au milieu de terrain, ben, c'était bien souvent lui le premier à rentrer. Là, cette saison, c'est différent. Luis Enrique a fait comprendre aux jeunes joueurs bah, que s'ils avaient de la volonté et que s'ils étaient performants, ils allaient avoir du temps de jeu. Et pour le coup, bah, Luis Enrique a tenu parole. Warren Zaïre-Emery a quasiment joué chaque match depuis le début de la saison. Il a été mis au repos contre Clermont, notamment avant le match contre Newcastle, mais à part ça, Warren Zaïre-Emery a quand même accumulé énormément de temps de jeu depuis le début de cette saison, surtout que son profil est assez utile et différent et complémentaire avec Vitinha et Ugarte dans le milieu à 3. Chacun a un profil un peu différent et c'est ce qui fait d'ailleurs justement le fait que ce soit assez intéressant. Rajoute à ça que Warren Zaïre-Emery est tout à fait capable d'être un milieu totalement polyvalent. Pour moi, il peut tout à fait jouer 6, il peut tout à fait jouer 8 et il peut même être un milieu offensif si tu lui demandes. Donc en soi, Warren Zaïre-Emery, cette saison, surtout qu'en plus, il n'a pas trop de concurrence au milieu de terrain. Sa concurrence s'appelle Fabien Ruiz, Carlos Soler et Sheriff Endour. Ben, je me dis que justement, Warren Zaïre-Emery, si il continue à l'image de ce qu'il a montré la saison précédente et de son début de saison, il a une vraie carte à jouer. Il peut réellement exploser cette saison, au milieu de terrain en tout cas, aussi bien au Paris Saint-Germain qu'en équipe de France Espoir. Mais voilà. Pour l'instant, comme vous le voyez, j'ai une petite liste assez intéressante et je vous propose maintenant que l'on termine cette vidéo avec justement la ligne d'attaque, avec quelques surprises et d'autres un peu moins. Et justement, dans ma ligne d'attaque, je vais commencer par le plus âgé des trois. Je vais commencer par Moussa Diaby. Pourquoi j'ai fait le choix de Moussa Diaby? Moussa Diaby a explosé en Bundesliga du côté de Leverkusen après son transfert du côté du Paris Saint-Germain en direction du Bayern. Lors du Bayern, il a réalisé 3 saisons où il a été un peu baladé comme ailier droit, comme ailier gauche, où il a pu montrer toutes ses qualités. Et suite à tout ça, bah, il a explosé et il a eu un gros transfert. Et il a eu du choix pour le coup, parce qu'il aurait pu aussi bien signer en Arabie Saoudite qu'à Aston Villa. Il a fait le choix de la Première Ligue et de Unai Emery, coach qui le connaissait déjà, étant donné qu'il était au centre de formation du Paris Saint-Germain à l'époque où Unai Emery est coach de cette équipe. Ben, Moussa Diaby a sûrement fait le bon choix du côté de Aston Villa et de Birmingham, parce que justement, il est très très bien utilisé par Unai Emery et ses performances sont pour le moment très intéressantes du côté d'Aston Villa. L'avantage de signer dans ce club de Aston Villa, c'est que bah, déjà, il était sûr d'être titulaire en y signant, mais en plus, ça lui fait une porte d'entrée dans la Première Ligue. C'est-à-dire que bah, s'il explose cette saison, il peut très bien intéresser tous les projets les plus intéressants de Première Ligue, comme Liverpool, comme Manchester City, comme Manchester United, comme Arsenal. Il peut taper dans l'œil des plus gros clubs anglais, aussi bien qu'européens, s'il explose en Première Ligue. Donc, pour moi, il a fait un excellent choix de carrière. À voir ce que ça donne, à voir s'il est régulier dans les performances.
Mais je lui fais confiance et je pense que justement, cette saison peut être la bonne saison pour exploser du côté de Moussa Diaby et se montrer, aux yeux du monde entier parce que malheureusement, bien qu'il ait explosé en Bundesliga, ça reste un championnat très exotique pour beaucoup de personnes. En attaque, je ne vais pas surprendre beaucoup de monde et encore moins les Bavarois qui regardent cette chaîne. J'étais plus ou moins obligé de mettre Mathys en attaque. Pourquoi? Parce que Mathys il est en concurrence avec Harry Kane et Choupo-Moting, du côté, du Bayern Munich. Mais il arrivait déjà l'été dernier et son intégration s'est plutôt bien passée. C'est un joueur qui s'est très rapidement intégré du côté de Munich. C'est un joueur qui répond déjà en allemand aux interviews et je peux vous garantir qu'apprendre l'allemand, c'est peut-être l'une des langues les plus compliquées au monde. Si vous ne me croyez pas, essayez d'apprendre et vous verrez par vous-même. Et en plus de ça, professionnellement, il y a rien à dire sur Mathys Tel. Tu vois pas de frasque de lui, sur l'extra sportif, dans les journaux en Allemagne, les seules choses que tu vois sur Mathys Tel, c'est qu'il est investi, c'est qu'il veut faire plus, c'est qu'il veut taffer. Les seuls moments où tu vois des photos de lui en dehors du match, c'est parce qu'il donne son maillot à un enfant, c'est parce qu'il communie avec les supporters. Donc il est vraiment dans la meilleure mentalité possible pour exploser et rajoute à ça qu'on a également affaire aux meilleurs super subs d'Europe. Pour ceux qui suivent la chaîne et les lives débriefs et avant-match qu'on fait depuis le début de la saison, Mathys Tel, il est décisif. C'est clairement le joueur le plus décisif d'Europe en termes de temps de jeu et minutes jouées. Donc je me dis que justement, il a une vraie place à prendre cette saison et on ne sait jamais. Imaginez Harry Kane se blesse. Je pense que si Harry Kane se blesse, le choix entre Mathys Tel et Eric Maxime Choupo-Moting risque de pencher en faveur du jeune français. Donc, rajoute à ça sa polyvalence et le fait qu'il est déjà rentré sur l'aile gauche dans certains matchs aussi. Si Kingsley Coman multiplie les mauvaises performances, il faudrait qu'il fasse attention à lui aussi, parce que Mathys Tel peut aussi bien jouer sur l'aile gauche que dans l'axe pour moi. Donc je me dis que vraiment, quand on prend toutes ces données et qu'on les additionne, on se rend compte que Mathys Tel, ça peut vraiment être le 9 français qui va exploser cette saison, et du côté du Bayern Munich. Et pour compléter cette liste, justement, j'ai choisi un jeune joueur qui vient de rejoindre le Paris Saint-Germain et que j'avais déjà évoqué sur la chaîne quand je parlais du 11 des Français de l'équipe Esport qui pouvait être intéressant pour le Paris Saint-Germain. C'est bien évidemment Bradley Barcola qui vient d'arriver en provenance de Lyon pour 50 millions d'euros tout de même. Mais est-ce réellement le prix le plus important? Parce qu'on se rend compte que finalement, il vaut son prix dans le sens où déjà il avait un long contrat. Tu as une grosse concurrence. On sait que Chelsea et Manchester City étaient également attirés par le joueur et que si tu voulais le signer, avec une telle concurrence et de telles données, tu étais obligé d'aligner un certain prix quand même. Fort heureusement, tu as réussi à bien mener tes négociations et à intégrer le joueur et je trouve que le joueur s'intègre bien. C'est-à-dire que tu ne forces pas sa titularisation, tu prends le temps de l'intégrer. Ses rentrées sont pertinentes. C'est un joueur de collectif pour le coup, vraiment. C'est un joueur qui, moi, ce qui me marque le plus avec lui, c'est pas forcément ce qu'il fait avec le ballon, c'est ce qu'il fait quand il ne l'a pas. Il est capable de retour défensif dans sa propre surface. Je vous renvoie au match contre Clermont où j'ai cru voir Marquinhos défendre. Non, c'était Bradley Barcola qui a fait un sprint de 50 mètres pour revenir défendre dans la surface. C'est un gars qui, en plus, va se proposer beaucoup pour proposer des solutions, qui, quand il a le ballon, va pas forcément penser à jouer perso, mais va penser à faire la bonne passe aussi. Donc je me dis que justement, Bradley Barcola, de par sa mentalité et de par son profil, et du fait qu'il va y avoir beaucoup de concurrence dans le secteur offensif du Paris Saint-Germain et que Luis Enrique risque de faire tourner, Barcola a une vraie carte à jouer cette saison du côté du Paris Saint-Germain, et son transfert est beaucoup plus cohérent et crédible que ce que beaucoup de personnes ont voulu faire croire au moment où il a signé au Paris Saint-Germain. Donc, avant de clôturer cette vidéo moyen format, je devrais dire, vu que c'est pas vraiment un court format, je vous remontre une dernière fois la liste que j'avais choisie par étape. Et je vous invite d'ailleurs, pour ceux qui regardent la vidéo, à me donner vos avis et à interagir dans les commentaires. N'hésitez pas à me proposer des joueurs français que vous aurez aimé voir sur ce 11, parce que je n'ai pas forcément fait de mention ni de remplaçant. Je rappelle pour recommencer que j'avais mis justement Lucas Chevalier dans les cages, avec non pas Faucon et Merio, mais Quentin Merlin en arrière gauche, Castello Luqueba et Mohamed Simakan en défense centrale, Malo Gusto en arrière droit, un milieu à 3 avec Warren Zaïre-Emery, Hugo Choukou et Enzo Lefebvre. Et enfin, pour conclure, une attaque à 3 avec justement Moussa Diaby ailier droit, Mathys Tel avant-centre et Barcola ailier gauche. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce moyen format. On n'était pas sur un live long, on n'était pas sur un court format non plus, mais c'est un format moyen. N'hésitez pas à me donner vos avis si vous voulez en voir plus d'ailleurs. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes pour référencer au mieux cette vidéo et à vous abonner si vous êtes nouveau dans l'aventure. N'hésitez pas à bombarder de commentaires pour me donner vos avis. J'en ai trop peu de commentaires sur cette chaîne et n'hésitez pas à me dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi et je débattrai avec grand plaisir. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. C'était un petit puzzle de mots et de pensées. Que le football français repose en paix.